sur Mars dès que j'ai pu le bracelet. Je pourrais ce soir, je... Merci à Rapelite, j'espère que vous allez grandir. Aujourd'hui, j'étais en train de parler de vous encore. Le boulot que vous avez fait, le boulot que vous faites, les interviews un peu à la Michel Denisot, comme dans Mon Zénith à moi. Tu sais, des trucs où tu vas chercher les mecs. C'est fin, vous travaillez. Et après, le mouvement, j'espère que cette interview aidera les gens à comprendre notre métier, surtout. C'est pour ça que je l'ai faite, tu vois. Éviter de fabuler. On travaille beaucoup. Alors oui, on a des défauts. Oui, on fait des choix que de temps en temps, vous ne comprenez pas. Et que de temps en temps, nous aussi, on va se tromper. Il faut admettre qu'on se trompe. Benjamin, ça va? Kirsch, Cool. Karim, rappelez vous allez bien? Ça va et toi? On se voit par rapport à notre série Les Incontournables. Ouais, Pour ceux qui ne te connaissent pas, on va faire d'abord une rapide présentation de ta carrière. si tu veux. En 1995, tu as créé le label Hostile Record. Ouais, En 98, tu arrives à la tête de label. exact. En 2001, à la tête de Capitol France. Ouais. Entre-temps, tu as travaillé avec le Secteur A, Rof, Diam, Soprano, pour ne citer que, vraiment. Ouais. Il y a beaucoup d'artistes avec qui tu as travaillé. Ouais. Après, tu es juré de l'émission Popstar en 2007. C'est là où le grand public te voit pour la première fois, en tout cas. Ouais. Et en 2011, tu arrives à la tête de Def Jam France. Ouais. On a bien résumé, c'est ça? C'est à peu près ça. Tu as oublié que j'étais stagiaire dans le premier label de rap qui s'appelait Label Noir, où on a sorti la compilation Rap Attitude. C'est comme ça que tu tombes dans le rap de façon professionnelle? C'est comme ça que j'apprends et que je suis au contact de jeunes producteurs. Et en 2011, donc, on disait, tu arrives à la tête de Def Jam France. Ouais. Déjà, sachant que le Def Jam, c'est un label précurseur dans l'histoire du rap, est-ce que tu pourrais nous définir quelle est l'identité de Def Jam? C'est une identité Def Jam. La Def Jam, pour moi, c'était Russell Simons. C'était un mec qui est un peu mon idole, qui s'appelle Dyer Cohen, surtout. Qui est le mec qui a fait exploser Def Jam. Donc moi, pour te raconter la petite histoire, quand je monte au style en 1995, mon rêve, c'est d'ouvrir Def Jam France. Je travaille à l'époque chez Virgin et je vais voir Pascal Nègre, qui était patron à l'époque de Universal, et il me dit non. Donc quand il m'a proposé en 2011 de l'ouvrir, c'était comme si mon rêve de gamin se réalisait 20 ans plus tard, quoi. Donc j'étais super heureux. Pour moi, c'était une mission, puisque c'était mon label préféré. C'est un label légende. C'est un label où j'ai acheté les premiers albums de Beastie Boys. La Chance to Heal, I Need Love, LL Cool J, Public Enemy. C'était un Public Enemy qui avait à chaque fois le logo dans tous leurs clips, sur leur Teddy, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Bien sûr. Terminator X. Donc pour moi, c'est un honneur de reprendre Def Jam. Est-ce qu'il existe une identité Def Jam France ou l'identité Def Jam US colle à celle... Non, parce que Def Jam US, c'est un label qui a 40 ans. Donc nous, on était sur un truc... Def Jam US, ils ont des deals avec des labels d'électronique musique, par exemple. C'est pas que du rap non plus. Donc nous, quand on l'a lancé, on l'a voulu lancer très très rap. Parce que dans la tête des fans de musique urbaine, Def Jam, c'est un label rap. Qui l'est toujours, mais aux États-Unis, ils sont permis des ouvertures. On va en parler justement de tes différents artistes. Chez Def Jam France, on remarque qu'il y a un mélange entre artistes confirmés, avec une longue carrière, artistes confirmés et nouvelles marques. Est-ce que ce mélange est indispensable ou c'est un hasard au gré des signatures? Non, moi, dans ma vision de Def Jam, je pensais qu'il fallait des groupes ou des artistes légendes. Donc c'est pour ça qu'on a eu tout de suite Ayam. Ayam avec qui j'avais travaillé à l'époque chez Virgin. On a parlé tout de suite à Cool Chain pour qu'il refasse un album. Pour moi, c'était très important d'avoir des légendes qui faisaient partie de l'historique du rap français. Pourquoi? Pour crédibiliser le label d'entrée? Non, mais pour moi, c'était ma vision de Def Jam. C'était ma vision de travailler avec Psychiatre, d'aller développer Alonso, des artistes qui étaient déjà là et qui existaient, quoi. Et avec des grosses légendes, quand aujourd'hui tu as sur Def Jam, Ayam et Cool Chain, tu te dis, bon bah voilà. Après, à nous de refaire des artistes et un nouveau catalogue et qui seront les légendes de demain. Donc dans l'idée, c'est de construire des légendes. Bah, tu sais, Le- quand tu l'objectif. travailles moi, si je travaille dans la musique, c'est et d'une pour faire des stars et deux pour gagner de l'argent. Voilà. Parce que voilà, donc oui, c'est pour faire des stars, donc les stars sont des légendes. On va en parler Voilà. d'ailleurs tout à l'heure. Toi, sachant que tu as une équipe assez importante, à quel niveau tu interviens dans la gestion du label? Au départ, tu sais, une équipe, ça se fait, ça se défait de temps en temps, parce qu'il faut savoir aussi se séparer de gens. Et on est une petite équipe. Alors sache que déjà Def Jam, c'est le seul label de major qui a son PNL. C'est-à-dire que
avec tout le respect pour tous les autres labels de rap, ce sont des cellules qui sont intégrées dans des gros labels. Je cite William Edor, comment il a monté son label qui s'appelle Rec 118. Rec 118. Rec 118, c'est une cellule dans Parlophone. Millennium, c'est une cellule dans Capitol, qui était une cellule avant dans Barclay. Def Jam, c'est un label. Donc, c'est-à-dire que, quand je t'explique ça, c'est financier. C'est-à-dire que quand je vais défendre mon budget auprès de mon patron, Olivier Nuss, je vais lui dire, voilà le chiffre que je vais faire sur Def Jam. Quand Alexandre Kirchhoff défend son budget devant Olivier Nuss, il défend bien évidemment, et bien comme il sait le faire, Millennium, mais dans le budget global, il fait partie de Capitol. Donc tu as aussi Florent Pagny, tu as aussi Indila, tu as aussi des internationaux. Donc il ne vit pas que du rap. Nous, on ne vit que du rap. C'est la grande différence. Et c'est le seul label en France à être comme ça, dans les majors. Hein. Et je suis un lien entre la machine Universal et les artistes. Quand un artiste vient signer chez nous, j'aime bien lui dire, on utilise via Def Jam tous les instruments Universal de la compagnie. Universal, c'est une compagnie puissante, donc on va pouvoir pousser. À nous de bien utiliser les instruments qu'on a la chance de pouvoir utiliser. D'ailleurs, tu as fait appel à des producteurs comme Core ou Thérapie. J'ai surtout fait, quand j'ai monté Def Jam, moi j'ai une vision comme j'aime le rap. J'aime vraiment cette musique. Je la défends depuis que j'ai 19 ans. J'ai 47 ans bientôt. J'ai une vision très musicale et je sais que les producteurs musicaux sont très importants. C'est pour ça que quand j'ai monté Def Jam, la vision que j'avais, c'était de prendre un producteur qui puisse m'aider et aider les artistes à amener une puissance dans les morceaux. Donc je connaissais Core depuis longtemps et c'est la fonction. C'est arrivé au fur et à mesure des événements, puis on a bossé ensemble. Lui, il est arrivé de Miami. C'est un vrai mec qui a une culture hip-hop, mais qui peut amener une touche pop, qui pouvait me faire des top lines et qui savait produire et qui avait une équipe professionnelle et qui savait driver pour me rendre mes albums à l'heure. Parce qu'un producteur, c'est aussi un mec qui sait te rendre tes albums à l'heure. Parce que mes albums, pour moi, quand je dis à mon patron ou au-dessus, je dois faire tant de chiffre d'affaires, mais c'est des albums qui sortent dans l'année. Mais si tu ne me rends pas mon album de la crime à l'heure, tu ne me rends pas mon chiffre d'affaires. C'est-à-dire que quand tu t'entoures de Core ou de Thérapie, c'est que tu sais qu'ils t'apportent une touche que toi, tu ne peux pas avoir malgré ton expérience dans la musique. Non, mais alors moi, je vais te dire, je suis comme un chef d'orchestre. Je fais que tout tourne bien. Moi, je ne vais pas passer ma vie en studio et je ne vais pas savoir toucher les petits boutons comme ils se sont faire, ou utiliser autotune, ou savoir parler à un ingénieur. Ce n'est pas mon métier. Je ne vais pas m'inventer producteur musical alors que je ne suis pas producteur musical. Il y a des mecs qui ont passé leur vie, qui savent faire des beats, qui doivent exploser, qui ont une expérience. C'est eux que je dois prendre. Alors, de temps en temps, tu te trompes. Et de temps en temps, tu ne te trompes pas. Quand avec Core, on a décidé de bosser ensemble, je ne suis pas trompé. Et surtout, pour revenir sur Core, avec qui j'ai beaucoup bossé, c'est-à-dire que le challenge que j'avais, c'était de faire des hits avec des mecs de rue qui puissent passer en radio. Faire des hits à l'époque avec des mecs de rue, c'était assez caricatural, c'est-à-dire que tu mettais une fille dans un refrain. Et puis tu avais ton petit tubounet qui passait ou qui passait pas. Avec l'arrivée d'Autotune et de Melodyne, et tous les artistes américains, US, rappeurs qui ont commencé à chanter, nos artistes français ont voulu faire la même. Donc on a évacué totalement la chanteuse sur le refrain, puisque maintenant ce sont les rappeurs qui chantent. Et il fallait savoir traiter ça, amener des mélodies et faire que ça soit bien, quoi. Donc ce sont des producteurs musicaux qui font ça, c'est pas moi. Voilà. Et dans l'idée, quand je parle de la radio, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que les majors ont bien souvent besoin du soutien des radios pour pouvoir populariser un artiste. Mais où est-ce que tu définis le juste milieu entre faire évoluer un artiste en respectant son ADN musical et le faire tomber dans des codes formatés, voire téléphonés? Mais parfois, le public a l'impression de sentir cette influence de la major ou de certains producteurs musicaux quand on voit la musique de certains artistes après qu'ils aient signé, ou même pas forcément, même avant qu'ils signent, même s'ils ne sont pas en major en fait. En soi, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils rentrent dans certains codes pour pouvoir passer en radio, pour pouvoir toucher un plus large public. Mais elle est où la frontière entre... Écoute, un moment, un bon morceau, c'est un bon morceau, quoi. Tu vois, à un moment, il y a des bons morceaux qui sont... tu vois, aujourd'hui, on ne fait pas des morceaux pour Skyrock, nous. On fait des... Tu vois, l'artiste, il a envie d'être populaire, il a envie que son morceau soit diffusé partout. Tu vois, on n'est plus...
Toi, on n'est plus dans cette frange. Alors, il y en a encore une petite, quoi, mais de mecs indépendants, autonomes, qui se disent, moi, je m'en fous de la radio. Les mecs, ils ont envie de... Aujourd'hui, il y avait une vraie économie dans le rap, les gars. Ok, il y a une économie de club ou chicha sur lequel même des artistes qui font pas des grands tubes avec des tubes internet peuvent gagner de l'argent tous les week-ends. Donc aujourd'hui, le rap, moi, je le vois comme une vraie économie. Et une économie variable selon ta notoriété. Il y a des mecs qui jouent pas dans la même cour, mais qui peuvent gagner leur vie tous les week-ends avec des tubes qu'ils ont fait sur Internet. Ça a développé un Ça a nouvel développé un modèle vrai truc. économique, bien sûr. Et, tu vois, c'est une réalité. Donc aujourd'hui, c'est même pas moi qui les veux. Tu vois, c'est les mecs qui nous disent, ils savent que c'est une économie. Il y a des producteurs intelligents derrière. Mais Tu tu vois, penses une que... bonne chanson qui revient et qui fait 20, 30 millions de vues, le mec il commence à prendre 1000, 2000 euros tous les week-ends et puis ça monte et puis il fait une deuxième chanson, et puis d'un coup, tu as Benjamin qui arrive. Et qui dit, ah, les mecs, vous m'intéressez. Donc en soi, l'ouverture, c'est bien, mais si on te suit, faut bien la faire, faut la faire intelligemment. C'est-à-dire que tu peux vouloir avoir la volonté de passer en radio, ou Mais, pas. mais aujourd'hui, la radio, c'est pas le point d'orgue d'un développement. On le voit, Skyrock avait une puissance totale et on voit aujourd'hui, il y a eu le test des médiamétries il y a 2 jours qui sont tombés, les 15-25 ont totalement abandonné la radio. Il n'y a que Skyrock qui s'en sort sur des gros, parce qu'il est sur des grosses villes, mais les 15-25 aujourd'hui streament. Et aujourd'hui, la radio, c'est un relais de ton tube que tu peux faire sur Internet. Tu vois, que tu peux faire via tes clips, via les plateformes de streaming légal. On parlait de, Tu tout ça, vois de l'économie, tout ce qui est Et autour. le schéma dont tu me parles, c'est un schéma d'antan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu penses que le streaming et la radio sont devenus complémentaires en soi. C'est complémentaire. Le streaming a baissé l'audience de la radio chez les jeunes, d'une manière évidente. Et bien sûr, mais aujourd'hui, pour le développement d'un artiste, tu peux déjà aller sans radio. Avec un buzz, avec des bonnes interviews, avec un bon titre. Aujourd'hui, moi, je considère les clubs comme des lieux de promotion. Quand un artiste chante devant 400, 500 ou 1000 personnes et qu'il est bon, bon, après, il faut qu'il soit bon aussi, et qu'il soit généreux avec son public, eh ben, il va gagner. Derrière, tu as envie d'écouter son titre, tu as kiffé la soirée, tu étais avec tes copains, tu as kiffé tel titre, tu ne connaissais pas, tu vas l'écouter, tu vas le partager sur ta page Facebook, tu vas mettre un petit ton Instagram, tu vas pécho une meuf dessus. Donc, tu vois. Ah, c'est une boucle. C'est une boucle. Ouais. Le schéma, Def Jam, Benjamin, il veut un tube. Ah, je suis content quand j'ai un tube. Ah, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais aujourd'hui, il est moins nécessaire qu'avant. Et surtout, on voit qu'avec le streaming, il y a des tubes. Il y a des titres durs, qui peuvent être des tubes. Regarde Blow de Caris. Tube. Mais ça va pas péter plus qu'un chouin, par exemple. Non, mais c'est normal, parce qu'à un moment, il y avait termes un de format, sonorité, etc. Donc moi, je savais que c'était un tube, je voulais le sortir tout de suite. Ils ont dit, non, on ne va pas le sortir. Ça, c'est mon côté pressé. Tu vois, mais heureusement, j'ai une équipe qui me tient en laisse de temps en temps. Mais Donc, voilà. l'idée, toi, un artiste qui n'est pas capable de faire des morceaux qui soient exploitables d'un point de vue radiophonique, ça ne te dérange pas forcément à partir du moment où il est rentable et qui vend, en fait. Clairement. Qui vend, et puis qu'il est intéressant, et puis qu'il a un discours, et qu'on arrive à monter une base de consommateurs qui sont des followers Instagram, etc., à qui il peut parler en direct. Pareil, tes artistes, d'ailleurs, La Crime, il y a quelques semaines, il y a 3 semaines, il a sorti son dernier album, Force et Honneur. Ouais. Il a vendu 100 000 exemplaires de cet numéro, album en il 3 est semaines. numéro 1 pendant les 3 premières semaines, puisque nous sommes dans la 3e première semaine aujourd'hui. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette réussite? Déjà, je suis très heureux, je suis fier, parce qu'on a beaucoup bossé avec La Crime. C'est le travail, parce que c'est un gros bosseur, La Crime. C'est l'échange, c'est le talent, surtout de Karim. C'est l'écoute qu'il donne aux gens, à son public et à son entourage, parce c'est quelqu'un de malin, c'est quelqu'un qui sait écouter, qui sait prendre ses décisions, mais qui n'est pas fermé. Et on est très fiers. On a vendu 62 000 la première semaine. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un succès. T'imagines, moi j'ai fait 4 albums de La Crime. J'en ai fait 2, il est en cavale, 2, il a le bracelet. Et mais quand on a un dirigeant de label et on apprend que son artiste phare va bientôt être incarcéré pendant un long moment. Alors pour te raconter l'anecdote, c'est moi qui lui ai appris. Et toi, comment tu réagis quand on te Moi, l'apprend déjà? en fait, il n'était même pas au courant.
Et c'est la vérité, parce qu'il avait déménagé. Et les courriers qu'il recevait du tribunal allaient à une ancienne adresse. Et j'ouvre Twitter, je vois BFM TV, le rappeur Lacrim condamné à 3 ans de prison. Je lui envoie, il n'était même pas au courant. Donc comment on vit ça? On vit ça... de toute façon, on savait qu'il y avait une épée de Damoclès. Hein, tu sais, on est dans un rapport transparent. Mais on vit ça, on dit on va le soutenir. On va le soutenir, et quoi qu'il arrive, quand tu fais 3 albums avec un mec, que tu partages des moments, que tu fais des albums où il est en cavale dans des pays étrangers, que tu lui parles, qu'il n'est pas bien, parce que quand tu es en cavale, il te l'exprime assez bien dans ses interviews, il n'était pas bien, et qu'il y a un mec et d'une, tu respectes artistiquement, et voir qui est très bon, et en plus qui est un vrai bonhomme, qui tient ses paroles. Donc tu peux dire que je vais le suivre, quoi. Il y a une relation d'amitié plus que du business qui s'est créée à force de Tu travail. sais, nous on fait du business. Lacrim, il fait du business avec moi, je fais du business avec lui, c'est très clair. Mais on a le droit d'avoir des rapports humains amicaux et se respecter. C'est pas parce que tu me demandes plus d'argent que je vais plus t'aimer. Moi, je suis très clair avec le business et ce que tu peux me rapporter et ce que je peux t'apporter. C'est comme ça que je joue, très transparent. Et après, quand tout est mêlé de business, tu sais jamais comment ça peut finir. Lacrim et moi, on sera vraiment de vieux amis. Quand je suis un peu plus âgé que lui, mais qu'il viendra me voir dans ma maison en Thaïlande, que je serai à la retraite, et qu'on parlera, on fumera un gros bédo en regardant la mer. Tu vois, c'est ce qu'on est en train d'essayer de développer. Mais quand il y a le business, il y a le business. On va parler d'un autre de tes artistes, Caris. Le dernier album s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires. 150 à ce jour. Visait le double disque de platine, je suppose. Bien évidemment. On assiste à une renaissance commerciale un peu pour Caris. Par Une rapport à son dernier renaissance commerciale et aussi une renaissance artistique. Parce que les deux sont liés. Et comment tu l'expliques cette renaissance? D'un divorce entre Caris et Thérapie, quand ils ont arrêté. Tu avais un artiste qui était avec un producteur. Et à un moment, ils ont décidé d'arrêter d'une manière totalement saine. D'arrêter de bosser ensemble. Et donc, il a fallu que Caris se refasse des équipes. Et donc, moi, je travaille avec Thérapie sur Caris. D'un coup, il m'a dit, bon, on a décidé d'arrêter. Et en plus, les mecs sont d'une manière super respectable. Pas de truc de chiffonnier à 3 francs, ça j'aime bien. Tu vois, un truc d'homme. On a parlé avec Caris. Je me suis retrouvé sans son producteur. Donc, il a fallu que je connaisse Caris. Parce que je connais bien Lacrim, mais je ne connaissais pas bien Caris. Parce qu'il y avait toujours soit Farid Bourimèche ou soit Thérapie, qui faisaient leur boulot de manager et de producteur, mais d'une très bonne manière. Et donc on a appris à connaître Caris, moi personnellement, plus au quotidien, de mettre une personne qui s'appelle Sacha, qui est le directeur artistique de Def Jam, et à qui j'ai confié l'album artistiquement. Je lui ai dit, vous connaissez Sacha? Je l'appelle le ninja, le mec qui ne fait jamais de bruit, mais d'amener peut-être des nouveaux pools de beatmakers et d'essayer plein de beatmakers. Et de ne pas être coincé. Pour essayer d'autres exercices sur Caris. Et ils ont fait l'album qui s'appelle OG, qui a 150 000 albums aujourd'hui. Qui a un succès commercial, un succès artistique. Et avec Caris qui a fait un gros tube. Donc parfois, changer d'équipe, changer de producteur peut s'avérer être sain, artistiquement, de producteur bénéfique, artistique, oui. De producteur artistique. Mais même le producteur artistique, et c'est ce que commençait à se poser comme question Thérapie sur Caris, c'est ce qu'il disait, il a besoin de renouveau. Tu vois, c'est ce qu'il m'a dit. Est-ce que je suis en capacité d'apporter ce renouveau? Non, mais parce que oui, c'est des questions, tu vois. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup mélanger. Moi, mon rôle, le seul côté artistique que je fais moi, c'est de mettre des gens, de mettre un Sacha avec un Caris, de mettre Core avec Alonso. En fait, tu chapeautes un peu. J'essaie de mélanger les talents. Parce que je me dis, en mélangeant les talents, il peut y avoir que du truc de bon. Alors, de temps en temps, ça se passe pas, mais au moins, on a essayé. Et puis, je travaille avec des mecs professionnels qui sont dans l'intelligence de le faire, sans ego, en disant où est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire de bien. Moi, c'est ce que j'aime aujourd'hui dans ce métier, c'est qu'aujourd'hui, on est des professionnels. Et je travaille avec des équipes de professionnels.
C'est-à-dire des mecs qui veulent faire d'une manière professionnelle du rap. Le produire et qui sont d'accord pour tout ça. Il n'y a plus de trucs d'ego. C'est on y va et on veut que faire du bise et de faire de la bonne musique. Et autre artiste qui est signé chez Def Jam depuis avril 2016, il me semble, c'est Lina Mayhem. Ouais, Elle n'a pas forcément encore sorti de projet, mis à part un projet récent, si il y a quelques semaines. Lina Mayhem, je t'expliquais bêtement, hein, elle s'est disputée avec son producteur. Donc moi, je me suis retrouvé entre le marteau et l'enclume, avec un procès entre un producteur et un artiste. Elle est signée sur ton label. Artistiquement, vous avez la main dessus, mais pas à 100%, c'est un peu ça l'idée ? Non, en fait, j'ai fait un deal de licence avec son producteur. Donc je lui donne de l'argent pour qu'il me produise l'album et à lui de gérer l'album artistiquement et gérer la relation artiste. Moi, je ne fais que le marketing et la promo. Donc après, je peux donner mon avis, bien évidemment. Je peux accepter ou pas les bandes, parce qu'il peut me donner un album que j'aime pas et je lui dis je n'en veux pas. Mais c'est pas moi qui gère l'artistique au quotidien. Il y a un autre groupe d'artistes, le Ghetto Phénomène, qui est signé sur Def Jam. Oui. Ils ont sorti leur album récemment. Il n'a pas forcément eu le succès escompté, malgré 2 gros singles avec Jul. Est-ce que tu comptes développer le groupe sur le long terme ? Ghetto Phénomène, c'est Core qui me l'a amené. C'est encore un contrat de licence. Écoute, je pense pas qu'on va continuer. Je pense qu'ils ont envie d'indépendance. Je pense que le poids de Def Jam, pour eux, de temps en temps, c'est un peu trop pesant, ce que je peux comprendre. Donc, on a trouvé un deal de sortie pour faire où on est moins présent. C'est-à-dire qu'ils vont être en distribution dans une cellule de chez nous, chez Caroline. Mais pour l'instant, on essaie que tout le monde soit bien. Et puis, de temps en temps, quand tu n'as pas le succès, tu peux... le groupe, comme la maison de disques, peuvent être un peu en manque de dynamique. Tu vois, il faut recréer une dynamique. De temps en temps, la dynamique est ailleurs. Ouais, faut provoquer un électrochoc. Il faut provoquer un électrochoc. On a eu un gros tube qui s'appelait Maria, qui est vraiment un gros tube, qui pour moi était plus un morceau de Jul dans la tête des consommateurs qu'un morceau de Ghetto Phénomène. Et après, à eux de continuer. Mais moi, je veux toujours trouver des issues positives, même dans les cas pas d'échec, mais dans un truc où on n'a pas atteint ce qu'on voulait. Parce qu'aujourd'hui, ils tournent, ils ont fait un tube, ils sont connus, c'est pas un échec non plus. Quel a été le problème selon toi ? Selon moi, le problème commercial par rapport à ce que tu visais Selon moi, non, le problème, il est la puissance de Jul. Parce qu'on les a lancés avec Jul, mais Jul les a totalement mangés. C'est-à-dire que quand tu écoutes Maria, dans la tête des gamins, c'était un titre de Jul. Donc après, ils ont essayé, et je pense que le travail est long à faire son buzz par soi-même. Jul leur a énormément amené, comme il leur a énormément pris. Un problème d'identification, c'est ça ? Sûrement, oui. Et on a essayé. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, premier clip a marqué le nom de chaque membre du groupe, etc. Mais à eux d'être bons. Et je pense que le chemin de l'indépendance, de bosser par eux-mêmes, de comprendre, je pense qu'ils vont y arriver. Et je pense que Jul, en plus, ils ont un atout, c'est que Jul va toujours les aider. Donc voilà. Mais on a trouvé une bonne issue. D'accord. Avec les producteurs. Et une autre artiste qui a été signée sur le label Def Jam France, c'est Fanny Neguesha. Pourquoi est-ce que tu l'as signée sur le label Def Jam France, sachant que c'était pas forcément une femme qui était connue pour ses talents d'artiste, mais plus comme étant une animatrice télé ou une ex-compagne de footballeuse, certes avec une notoriété importante sur les réseaux sociaux? Écoute, quand on me l'amène, c'est Omar qui avait un copain qui la connaissait. Et écoute, je me suis dit, on essaye. De temps en temps, il faut essayer, coup de folie. Grosse base Instagram. On lui fait chanter quelques maquettes, elle chantonne. T'as raison, c'est pas une chanteuse, donc long travail. Et c'est avéré que dans tout le travail qu'on a fait, elle a eu la chance de pouvoir signer chez Def Jam US. Donc on a totalement arrêté le projet français. Et aujourd'hui, elle est signée en copro chez Def Jam France et Def Jam US. Et on bosse avec un directeur artistique connu de Def Jam qui s'appelle Mike Chavez et qui nous a mis une équipe de feu pour travailler autour de son album.
un producteur qui s'appelle Soupadoops, qui est entre autres produit, qui est managé par OVO, qui a fait du Drake, du Kanye, une grosse pointure, mais avec une vraie base dancehall jamaïcaine. Et on a fait des camps, des camps ce qu'on a des camps d'écriture à Miami. Et elle a trouvé une équipe, donc grâce à Soupadoops. Elle a la chance de travailler avec Angela Hunter, qui est la top lineuse entre autres, qui a fait Alicia Keys, qui a écrit Empire State of Mind, avec les deux frères Air City, qui sont des top liners de malades. Et on est en train de finir son album, là. Là, je m'en vais à Miami pendant une semaine, on finit son album. Et rendez-vous Def Jam US qui sont très motivés. Alors, les États-Unis, c'est ce qu'elle voulait, elle. Comment t'expliques que c'est pas forcément accrocheur en France, d'un point de vue artistique? Alors, je vais te dire, mon point de vue. Je pense que difficile pour les filles de couleur black d'arriver en France. On a toujours vendu beaucoup plus de filles de Nord-Afrique. L'artiste placé, très petite sœur, très protection et jamais déluré. Ok, je sais pas. Quand Kenza Farah arrive, ça cartonne. Elle n'est pas en loup-boutin en train de dire je suis la plus bonne. Elle est là en train de parler de la vie de quartier et de toutes les filles de quartier, la petite sœur. Quand on fait un jour J'essaie Kélia, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on s'est battu pour la faire marcher. Ça a un peu marché, mais pas ce qu'on attendait. La seule artiste black, entre guillemets, qui arrive et qui part vers la pop, c'est Shy'm. Hein. Donc, et là, la dernière, c'est Shy, poussée en grande pompe par Booba. Et avec un gros tube. Donc, je me dis, elle est trop jolie pour le marché français. Est-ce que c'est pas l'artistique le problème? Dans le sens où tu parles, non, mais tu parles de Shy'm et de Shy, comme tu dis, Shy, elle a un gros tube derrière. Si, Est-ce qu'il manque pas cette non, mais tu sais, nous, la l'erreur musique qu'on a faite, c'est qu'à un moment, la fille est super jolie. Il y a tout le monde qui a des pensées, pas que musique avec elle. Et on a fait un album trop girly. Trop girly. Ça n'allait pas à son image. Et toi, tu penses que la création d'artistes, même si elle a jamais été chanteuse, ça marche? Parce que là, on n'est pas dans du développement, on est dans la création, vraiment. C'est-à-dire qu'elle travaille avec les meilleurs, mais de base. Si tu n'as pas cette fibre musicale, ce truc-là. C'est un vrai discours qu'on a beaucoup avec Fanny. C'est le vrai truc de temps en temps. Et je lui dis, est-ce que tu es une artiste ou pas? Ça a été très dur. C'est la question centrale, ouais. C'était la question centrale. Parce que être un joli modèle sur Instagram et être une chanteuse qui a passé des heures et des heures à attendre en studio pour poser un couplet comme elles ont toutes fait, ou un refrain, j'en ai vu des filles qui galéraient pour poser et être sur le truc pour se faire remarquer, elle n'a jamais eu ça. Donc ça, elle est en train de le vivre durement, là. À apprendre sa vie d'artiste durement. Là, penser que ça fait 2 mois qu'elle est à Miami, elle n'est pas rentrée, elle voulait rentrer, je lui ai dit non. Tu vois? Là, elle est en train d'apprendre, mais dans un truc à l'américaine, la dure vie d'artiste. Oui, tu as raison, c'est difficile de fabriquer un artiste, surtout dans l'urbain. Surtout dans l'urbain, où tu as besoin de crédibilité. Et de featuring et de famille, dans l'urbain français. Hein. On va finir sur 3 artistes qui ont quitté le label. Ouais. Joke, Dossé et CH. Ils ont quitté le label Def Jam pour Capitol. Ils n'ont pas forcément quitté le label. On a décidé ensemble qu'on arrêtait. Quitter le label, c'est-à-dire séparation. Après, séparation, c'est pas d'où ça vient. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ces artistes ont quitté le label, sachant qu'il y avait des bons résultats commerciaux? Je vais te dire, pour les artistes, pour Joke, Dossé et tu oublies Dinos, c'est avec le label de Oumar, GoldenEye. On s'entendait plus professionnellement. Je l'ai mis directeur artistique de Def Jam. Il a amené énormément, mais il n'a pas ramené les bons disques pour moi. C'est-à-dire que il ne sortait pas. Il faut être quand même assez fréquent dans les sorties. Et à un moment, on ne s'entendait plus, quoi. Je mettais la pression. Je pense qu'il a plus supporté que je mette la pression. Et à un moment, moi, j'aime beaucoup Omar, je le respecte. Mais sauf que dans le business, on ne s'entendait plus. On ne s'entend plus, on arrête. Voilà, simple. Donc lui et ses artistes sont bougés. Tu sais, il y a toujours des... Chez Universal, on a la chance d'avoir 6 labels. Et dont 3 labels, à part moi, font du rap. Donc, quand humainement, tu te dis, et professionnellement, ça ne marche pas, tu peux aller...
tu peux aller essayer avec d'autres personnes. Tu sais, je vais te dire ça, j'ai rendu le contrat d'Ayam. Hein. On s'est séparés après Revoir un printemps. Aujourd'hui, ça ne nous empêche pas de kiffer, de retravailler ensemble. De temps en temps, c'est des timings de moi, ce que j'attends avec le label et de eux, ce qu'ils attendent. Donc en fait, dans l'idée, même si le business peut être intéressant pour toi, si l'humain ne colle plus, ça va plus du tout, tu préfères... Moi, je préfère arrêter. Ça, couper. c'est mon expérience. Même s'il y a une rentabilité... Même si je gagne plein d'argent. La paix vaut mieux que l'argent. C'est sur le long terme que tu as constaté ça? Exactement. Dans l'industrie de la musique, en tout cas. Dans l'industrie de la musique. Urbaine. C'est-à-dire que je ne veux pas forcer et je ne veux pas me forcer et forcer mes équipes à travailler avec des gens avec qui on n'a plus envie de travailler. Pas forcément, on s'engueule, on se respecte, mais tu sens que le truc est cassé. Ça sert à rien de tenir, ça sert à rien d'être haineux et de dire je vais niquer la carrière de l'artiste, c'est enfantin. Donc il y a toujours des solutions et on a la chance chez Universal, dans le groupe, de pouvoir faire des transferts d'artistes. De label à... De label, voilà. D'accord. Il y a SCH aussi? SCH, c'est avec SCH, c'est vraiment le cas parce qu'on gagnait énormément d'argent avec SCH. SCH, Julien, j'ai un artiste que j'aime beaucoup, mais et qu'on respecte toujours, et avec qui je serais toujours heureux de retravailler, mais on ne s'entendait plus du tout avec son producteur. Mais plus du tout. Donc on a décidé d'un commun accord qu'il aille chez Capitol. Et on lui a présenté Alex Kirchhoff, qui travaille bien avec lui, et tu vois, ça reste dans le groupe, l'argent reste dans le groupe Universal. Donc c'est le principal, et c'est aussi ça, pour nous, ce qui est important d'avoir plein de labels, parce qu'au moins, tu sais, mais ça arrive pas quand ça arrive dans le rap, mais ça arrive, Marc Lavoine, il est passé de Mercury à Barclay, tu vois, ça arrive plein de fois. Donc on a la chance chez Universal de pouvoir garder les artistes et qu'ils aillent travailler avec d'autres équipes. Donc en fait, ce sont des séparations. Caris, il est arrivé chez Def Jam et il a quitté Capitol. En fait, tu es en train de nous dire que c'est le lot de chaque label. Ouais, bah c'est... Tu sais, on fait du business... Non, mais qu'importe la musique. On fait du business, mais notre produit, c'est des humains. Donc c'est spécial, en fait. Donc c'est spécial. C'est pas moi, quand Caris, il a besoin d'un truc, il peut m'appeler à 23h, il sait que je suis là. Quand Alonso, il a envie de me parler par un texto et que je reçois « Hey boss, nanani nana », je sais qu'il a envie de me parler. Tu vois ? C'est pas une boîte de macaroni que je mets que je stocke et après je vais vendre. Tu vois ? Donc la relation est humaine, c'est une relation de confiance. Et quand tu perds un peu le respect et la confiance, il est beaucoup mieux et beaucoup plus sage de savoir arrêter et de passer le projet à des équipes plus neuves, qui ont plus envie. Et pour lui, et pour l'artiste, et pour les équipes. Et en tout cas, ça reste chez Universal, pour moi c'est le principal. Je travaille pour Universal. D'accord. On va parler de la radio un peu maintenant et du succès des artistes. C'est vrai que tout à l'heure tu nous disais que le fait de compter sur la radio, c'est un peu un schéma vieillot aujourd'hui. C'est-à-dire que tu peux très bien faire des bons morceaux qui ne sont pas diffusés en radio, mais étant donné qu'ils streament, tu peux construire une économie. Et que tu peux, grâce à ça, passer en radio après. C'est-à-dire qu'une fois que ton morceau sort de l'album, peut-être que les programmateurs radio vont être intéressés pour l'exploiter. Mais en soi, est-ce que les visuels, tu penses qu'avec le développement des réseaux sociaux, les visuels ont pris une grosse part dans le succès d'un artiste? C'est-à-dire que parfois, on peut constater qu'un morceau peut être moyen, mais avec un visuel fort... Visuel, t'appelles un clip? Un clip, voilà. Le clip est-ce que tu as compté l'importance des clips ces dernières années? Aujourd'hui, le clip, l'image est prépondérante à un développement. Et on le voit avec l'arrivée de tous ces nouveaux groupes depuis des années. C'est que tu as toujours un mec d'image avec eux. Regarde PNL, ils ont leur mec d'image. Regarde Booba, il a Chris Macari. Regarde La Crime, il a Beat Bounce. Donc l'image est prépondérante et l'accompagnement et l'entourage, avant il était très basé que sur le beatmaking et les beatmakers. Maintenant il est sur les beatmakers et sur les réalisateurs. Très important. Alors c'est cette équipe-là. Ouais. Et selon toi, est-ce que qualité artistique et succès commercial sont liés? Quand je te dis qualité artistique, je te parle de quand tu prends un morceau et que tu l'analyses selon les critères qui font qu'un bon morceau de rap est un bon morceau de rap pour beaucoup, c'est-à-dire le niveau d'écriture, l'approche choisie, le flow, etc. Est-ce que souvent, les bons morceaux
font de gros succès commerciaux ou c'est pas une règle? Un beau morceau, c'est un morceau qui va toucher. Jul, tu vois, on sent qu'il fait tout seul, c'est homemade, c'est pas surproduit, mais ça touche et ça marche. Tu vois, t'es pas obligé d'aller dans... Moi, à un moment, j'étais persuadé de ça. Jul m'a mise à l'amende. Toi, moi, c'était le truc ultime de la production, le bon mixeur, le gros pied, les gros 808, tu vois. Eh ben non. Tu vois, et le public, il s'en fout. Regarde le succès de Jul. Est-ce que t'as pas l'impression qu'il y a deux publics? Un public de passionnés ou de professionnels, et de l'autre côté, un public qui est plus basé sur vraiment clairement l'émotion. Il va pas se demander si tu as fait ce mix dans tel studio. Non, parce que maintenant, ou... on regarde même les branchés Mjoul. Il y a un groupe branché d'électro qui a repris Joule. Tu vois? Non, je pense qu'un bon morceau, c'est un bon morceau. Je pense que le public, il y a des publics populaires. C'est celui qu'on essaye de toucher le plus parce que c'est celui qui est la masse. Et je pense que le public précurseur est important parce que c'est celui qui va parler. Et donc, dans l'idée, un morceau qui ne marche pas ou un artiste qui ne marche pas, selon toi, il peut être le meilleur selon lui, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il est le meilleur pour les gens, c'est ça que tu es en train de nous dire? Bah exactement, de toute façon, c'est le public qui décide. Hein. C'est ce que disent tous les artistes à chaque fois. Mon public, ils ont raison de chouchouter et de faire attention à leur public, parce que c'est eux qui décident. Avec tout ce qu'on peut faire, nous, je peux même te payer des clips 5, mais s'ils ont décidé qu'ils t'aiment pas et que, ton message passe pas, que l'histoire que tu racontes ne passe pas, bah, tu vendras pas. Hein. Ou tu n'intéresseras personne. Hein. C'est le public qui décide, les mecs. À un moment, je peux faire tout. Hein. Tu peux avoir Skyrock, Def Jam et Benjamin qui poussent comme des malades, etc. Mais si le public n'en veut pas, on n'est pas des magiciens. Hein. En fait, clairement, tu peux mettre un artiste sous perfusion un temps, Ouais. mais une fois que ça passe pas, ça passe pas. pas. Et même si il est le meilleur selon tous les critères Même de s'il rap, kick bien, il a le bon beatmaker, il a le bon ci, il a le bon ça, il fait des clips en dessin animé qui coûtent une fortune, si ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà. donc toi, tu préféreras toujours pousser l'artiste qui va être rentable à tes yeux, d'un point de vue business, plutôt que l'artiste que Benjamin Chevanich, dans son côté personnel, pourrait écouter, mais qui ne va pas forcément plaire au public, en fait. C'est un peu ça l'idée. Toi, tu mets toujours en avant le business. Ouais. Je Donc, ne vais pas vous mentir, ouais. on pourrait dire que d'un côté, c'est un peu dommage si tu te considères comme un passionné de rap, tu as pris la marque Def Jam. Pourquoi ne pas croire en certains artistes qui peut-être ne rencontrent pas tout de suite leur public, mais sur le long terme, sait-on jamais? Parce que j'ai pas le temps. Toi, tu vas être rentable. C'est-à-dire que tu as cette pression des résultats? Non, je veux toujours être le meilleur. Donc pour être le meilleur, il faut toujours se considérer comme le numéro 2 pour toujours être le premier. J'estime que je suis le premier label de rap français, que je suis le numéro 1 avec mon équipe, et que aujourd'hui, oui, il faut savoir faire les projets, et de temps en temps on se trompe, hein, malheureusement, pour nous et surtout pour l'artiste et les producteurs, avec qui on a cru. Mais ouais, moi je pense au business et résultats. Et surtout, les mecs, j'ai 47 ans. J'ai 47 ans. Alors, moi, à l'époque, quand je signais chez Hostile, c'était un mec qui avait une plume, et s'il n'avait pas la plume, il dégageait. C'était la base, c'était l'écriture. Aujourd'hui, tout n'est plus basé sur l'écriture. En fait, tu t'adaptes au business, au Mais, public. mais aujourd'hui, je suis content d'avoir bossé avec Oumar qui m'a amené un truc. Je suis content de bosser avec Cor qui m'amène une vision. Je suis très content aujourd'hui de mon directeur artistique qui s'appelle Sacha, que je suis dans... Sacha, il a voulu signer Kalash Criminel et Alrima. Je le suis. Aujourd'hui, je ne savais même pas qui était Kalash Criminel. Moi, c'est lui qui m'a expliqué et qui m'a expliqué Alrima. Je le suis. Tu vois? En fait, moi, c'est les tu mecs. fais confiance. Mais je fais confiance. Et tu sers un peu, tu prends un peu le jus de gens qui sont un peu plus dedans que toi. Mais c'est mon métier de Tu vois faire que t'es ça. 47 ans. Parce que si à 47 ans, j'estime que je connais le rap qui va plaire aux gamins, je vais droit dans le mur. Mais droit dans le mur. Droit dans le mur. Je suis obligé de travailler avec des sources, avec des networks, et surtout avec tous les thermomètres qu'on a. Aujourd'hui, un thermomètre, c'est tes vues YouTube. Alors, si tu triches pas, c'est super. C'est la manière, comment tu vas être entouré. Tu vois, plein de choses. Mais je suis obligé de me nourrir de gens plus jeunes que moi. Et ça serait une imbécilade, comme dirait Caris, de croire que je suis bon en artistique. J'adore ça. Échanger. Moi, j'ai une expérience. Tu vois, j'ai commencé le rap, j'avais 19 ans. Ça va bientôt faire 30 ans. Je suis le seul mec de cette époque qui reste. Mon excellent copain
Sébastien Farran, je vous ai présenté la dernière fois, qui s'occupait d'NTM, comme moi je manageais Tonton David, s'occupe aujourd'hui de Johnny Hallyday. J'aurais pu aujourd'hui arrêter, j'ai une grosse expérience dans la musique, j'ai dirigé, je me suis occupé de Raphaël, de Kerenan, de Mireille Mathieu, de Joe Cooker, de Coldplay. J'aurais pu aller m'occuper d'artistes de variété française aisément. J'ai envie de me battre pour cette musique. J'ai envie de continuer. Elle me nourrit, les mecs me nourrissent, ça me rend jeune. J'ai l'impression, toi, j'ai 47 ans. Je suis bien dans ma peau. Je suis totalement à ma place avec mes équipes. Je ne veux pas prendre le rôle de chacun. Je n'ai pas envie de faire le directeur artistique branché qui arrive avec les nouvelles Jesus, là, comment ça s'appelle, les chaussures, les Jesus, là, truc là. J'ai envie d'être à ma place, j'ai envie d'aider, j'ai envie de comprendre, j'ai envie d'aider à comprendre. J'ai envie de travailler comme ça, moi. En fait, t'es un passionné, mais qui fait du business, c'est ça que t'es Mais en train ouais, de mais de me toute façon, si j'en fais, faut que vous compreniez, les mecs. Si j'avais pas fait du business, j'en serais pas là. On se regarde, on se dit la vérité. Si j'étais pas un businessman, j'en serais pas là. J'aurais été viré. Regarde, les mecs, on faisait 1,6 milliard de chiffre d'affaires. Le rap, il en a pris plein la gueule. On a été la musique la plus piratée en 2002. Je l'ai vu quand ça s'est cassé la gueule. Et j'ai soutenu. J'étais là, je dirigeais Capitol quand c'était chez EMI. Tu pourras demander à Stéphane Gégui et toute la clique. Je faisais des 800 000 de Robbie Williams. Je m'occupais de Coldplay. Et mon label Hostile, il perdait de l'oseille, mais j'investissais comme un malade dans le rap. Alors qu'on était en pleine piraterie. Parce que je dirigeais et que je faisais du business sur les autres. Et ça, personne s'en est aperçu. Tu vois? Donc, ouais, c'est comme ça. Et si je ne suis pas business, quelqu'un d'autre le fera à ma place. Et je pense que je le fais d'une manière correcte et avec respect pour chacun. Et selon toi, est-ce que le streaming, ça a redonné un nouveau sulf à l'urbain? Ça nous a sauvés. Le streaming, ça a donné aux gens qui nous pirataient la parole propre. C'est-à-dire qu'ils consomment légalement. Ils consomment, parce que les mecs qui nous pirataient, ils consommaient du rap, mais ils ne le payaient pas. Mais le rap a été consommé depuis pendant qu'on ne vendait pas de CD, que les mecs nous faisaient des CDR à la con ou des clés USB, qui le font toujours d'ailleurs, tu vois, mais on n'était pas payés. On était en train de mourir. Mais le streaming a fait que ces mecs-là qui pirataient, maintenant, ils sont devenus propres. Donc là, on voit vraiment la puissance de notre public, qui était, entre guillemets, des pirates avant. Donc c'est une suite logique, et elle nous a sauvés. Voilà. Et un album vendu, ça revient à combien de streams à peu près? On écoute. Je vais te dire, 1 million de streams, 1000 albums vendus. 1 million de streams, 1000 albums vendus. Voilà. Et pour la certification, c'est-à-dire pour l'obtention du Pareil. disque. Sauf que tu enlèves le plus gros single qui ait marché, que tu divises par 2. Parce qu'on a décidé, avec le Snap, d'avoir encore un marché single, qui est très important pour les radios, pour faire des classements, parce qu'il y a des chansons, il y a des singles. Donc, par exemple, Chouin, dans l'album de Caris, on va prendre les streams de Chouin qu'on va diviser par 2 pour comptabiliser dans l'album. C'est la règle. C'est pas moi qui les invente, c'est le Snap. C'était la même chose fait en Suède et aux États-Unis. Le tout, c'est pour rééquilibrer un peu, c'est ça? Ouais, c'est pour équilibrer, parce que si d'un coup, tu as une chanson qui a un tube et d'un coup, elle va te faire trop de ventes, quoi. Voilà. Mais certains trouvent que le streaming, c'est un nouveau mode de consommation qui permet de faciliter l'accès aux certifications. Qu'est-ce que tu leur réponds? Ouais, non, mais je vais leur répondre, merci le streaming. Qu'est-ce que tu veux que je leur réponde d'autre? Parce qu'en soi, parfois, une certification peut perdre de sa valeur quand le public de l'artiste ou d'autres artistes peuvent se dire « Ah, mais il a fait tant en streaming ». C'est-à-dire qu'il y a un sentiment de défiance sur le streaming. Tu peux pas l'occulter. Non, mais écoutez, les mecs les gens n'achètent plus de CD. On est dans une génération où le CD, le format est en train de mourir. iTunes, le téléchargement, fait moins 30% chaque année. Le streaming, c'est le nouveau mode de consommation par abonnement. Tu payes $10 par mois. 10 $ x 12, ça fait 120 $. Pardon, je parle en 120 €. OK? Qui achète 12 CD dans l'année? Personne. Vive le streaming. Et aujourd'hui, oui, dans le streaming, tu es payé au clic et à l'écoute. Donc, qui écoute le plus de musique 3 heures par jour en sortant des cours et qui ont plus le temps? Bah, c'est les 15-25. Donc c'est pour ça que le rap explose. Mais comment t'expliques ce sentiment de défiance? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication? Parce qu'on sent bien que tu es sûr de toi, que tu sais que ça te génère des revenus pour tes artistes et pour ta maison de disques.
Mais côté public, parfois il y a peut-être une impression de Tu sais facilité. pourquoi? Parce que le public et la France sont toujours un peu vieillots, même les jeunes, ils sont vieux. Tu vois, aux États-Unis, ça n'a posé aucun problème. Tu sais pourquoi? Parce que Walmart, le Carrefour américain, a dit on arrête le CD. Voilà. Donc il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Mais les mecs, ils sont toujours là, défiants en France, méfiants, je ne comprends pas. Alors que leur musique est en train d'exploser, que c'est devenu, comme dirait Bruno, la musique préférée des Français, et il avait raison parce qu'on le voit aujourd'hui. Eh bien voilà, soyez contents pour vos artistes, soyez contents pour votre génération. Et aujourd'hui, bientôt, il va y avoir, je vous annonce, des artistes de l'urbain qui vont être comme des Ice Cube et des Ice-T et qui seront acteurs et qui verront dans leur série quand ces mecs-là seront vieux. Qui vont prolonger leur Et carrière. qui vont prolonger leur carrière. Mais Voilà quand- les gars, on a gagné. Mais quand on voit que le Snap, par exemple, détecte des anomalies chez certains artistes rap, c'est-à-dire qu'en gros, il y a eu des tricheries niveau streaming, en fait, ça augmente le sentiment de défiance Oui, envers mais le parce qu'il streaming. y en a toujours qui ont envie d'être dans la cour des grands alors qu'ils sont dans la cour, dans le petit bassin. Tu penses qu'il y a peu de tricheurs, en fait? Je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y en avait à l'époque. Tu sais, à l'époque, ils achetaient leurs singles. Ils achetaient leurs singles pour faire monter dans le top single. Souvenez-vous, les scandales des achats des vues sur Skyblog, les ventes de vues YouTube. Maintenant, c'est le streaming. Tu peux même acheter tes j'aime, tes likes, tes followers. Bon, écoute, si tu as envie de tricher, triche. Tu vois? Mais bon, tu ne dureras pas longtemps. Parce que tricher, en plus, ça te coûte du pognon. Donc, c'est-à-dire ce que tu mets, toi, j'imagine, hein, c'est-à-dire ce que tu mets, toi, pour tricher, c'est ce que tu vas gagner. Mais c'est débile. À moins de te faire... Nous, on a compris. On a compris que les mecs veulent certains veulent se faire remarquer en achetant des streams, des vues, des likes, pour trouver un contrat en maison de disque. Et dire, ah bah ça y est, j'ai touché mon truc. Faut prendre une grosse avance. Pour c'est prendre des grosses avances. Mais tu nous as pris pour des enfants. Donc ça marche une fois, peut-être on se fait avoir une fois, deux fois, mais t'inquiète pas, on comprend vite. Et puis les gens comprennent vite surtout. Voilà. ça. Au vu du succès du streaming, est-ce que tu penses pas qu'on devrait revoir les paliers d'accès aux certifications? Ouais, mais tu sais, il n'y a pas qu'un marché rap. Il y a aussi un marché jazz, il y a aussi un marché, classique. Quoi, ça tuerait les autres musiques, Bah, c'est ça ça? va tuer les autres musiques. En fait, à chaque nouveau système, À chaque nouveau système, il y a la des mecs. tricherie en face. Il y a la tricherie, ils achetaient leur single, ils achetaient leur Skyblog, ils achetaient ci, ils achetaient leur pouce, ils achetaient ce qu'ils veulent. Mais ils peuvent pas acheter, tu sais quoi? Ils peuvent pas acheter le talent et ils peuvent pas acheter le travail. Tu vois? Et l'expérience. C'est tout ce que je sais. Et on le voit. Sur le long terme, ça se verra quoi Ça qu'il se arrive. verra. Écoute, vous les mecs qui nous disent j'entends des rumeurs qu'on achète nos streams. Je suis Def Jam Universal. Est-ce que tu penses que je vais être assez débile pour acheter mes streams? On travaille bien. On travaille dur. On a monté des réseaux sociaux. Ça fait 3 ans, 4 ans que j'ai des équipes de 4-5 personnes que vous connaissez, qui travaillent avec vous, qui poussent tout. Mais certaines personnes pourraient se dire, ça permet pour vous, en tant que grosse maison de disques qui est en major, d'optimiser, passer de, je sais pas, de 10 millions de streams à 25 millions de streams. Ouais, Tu non, penses mais- que je vois? En majeur, mais on ne peut pas tricher. C'est même pas dans mon ADN. Moi, je veux te faire mal sur le ring, debout, et voilà, en vrai, quoi. Ceux qui trichent, c'est les petits mecs qui ont envie de se faire remarquer. Et j'espère qu'il y en a de moins en moins. Tu vois, parce qu'on le sait. Parce qu'on a des mecs qui détectent. Tu vois? Ne soyez pas imbéciles. On se fait niquer une fois, jamais deux. On va parler du business maintenant. C'est vrai que depuis 2011, l'économie autour de l'urbain a vraiment évolué. Est-ce que tu peux nous dire les différents types de contrats que propose Def Jam France? Donc déjà, tous les labels d'Universal, de rap, hein, ne font pas de distribution en label. On fait soit des contrats d'artistes, où nous sommes tous producteurs et nous payons l'artiste, des contrats de licence où nous passons par un producteur qui paye l'artiste et nous on donne une avance. Et maintenant, ce qui est devenu à la mode depuis quelques temps, c'est les contrats de copro. On est coproducteur. Voilà. Et sur un contrat d'artiste, l'artiste il touche combien comme revenu sur le CD? Ah bah, ça dépend. Une moyenne, on va dire. Il va toucher 10-11%. 10-11% de... Quand c'est un jeune artiste. 10-11% sur quoi? Sur la vente prix hors taxe du CD, c'est ça? Ouais. Et quand il est en licence, sa Quand maison il est en de disque- licence, je sais pas, c'est le contrat qu'il a avec son producteur. Et toi, tu donnes l'argent en fait à son producteur. Et, un et au- intermédiaire et au- entre et- l'artiste. et au producteur de payer l'artiste. D'accord. Voilà pourquoi il y a plein d'artistes qui n'ont jamais été payés par leur producteur. Et en Donc il licence, vaut mieux signer en contrat d'artiste avec moi.
tu seras toujours sûr d'être payé. Sa petite pub. C'est la vérité. Et en licence, quels sont les pourcentages pour le label partenaire? Ça va de 20 à... Ça peut aller jusqu'à 28. Si c'est un gros... ça dépend. Mais il y a des moyennes, 24, tu vois, c'est bien. Et après, comme tu nous disais, Il y a 24, et après, il faut qu'il paye son artiste, il faut... Voilà. Il faut qu'il paye les réalisateurs, il faut savoir faire... faut être aujourd'hui, être producteur en licence, il faut que les producteurs soient professionnels. C'est-à-dire qu'ils doivent... Nous, on va leur donner leur argent, mais ils doivent payer ensuite les réalisateurs artistiques, c'est-à-dire les beatmakers qui donnent des points, chose qui est rarement faite. Dites-moi un mec qui a signé en licence avec un label indépendant, enfin qui a vendu un beat à un label en licence chez une major d'un label indépendant, s'il a été payé après. Alors, on va peut-être prendre une avance après, mais l'album fait 200, 300 000. Je ne sais pas s'il est payé et si j'espère que les producteurs indépendants font les décomptes. Pareil pour l'artiste. Tu vois, nous, on a toute cette machine, c'est ça la facilité. Tu vois. Et sur quels critères Def Jam France se base pour faire signer de nouveaux artistes? Parce que, comme on disait en début d'interview, il y a beaucoup de profils différents. Alors, je vais te dire, nous, on est très collégial. On est une équipe de 7 personnes, on vote à main levée. Voilà, on vote. Sacha vient nous proposer, il nous explique. Il passe des moments difficiles. C'est difficile de se faire juger quand t'es DA par ton équipe alors que t'as cru au truc. Tu vois, mais moi, j'aime pas... Comme on est une petite famille, tu sais, Def Jam, donc Def Jam, c'est mon équipe. Il y a Greg Debure, qui est le directeur marketing que vous connaissez, qui s'occupe de la crime, qui s'occupe de Caris et qui s'occupe d'internationaux. T'as Pauline Duhart, qui est une vraie meuf du business, qui a travaillé chez Believe, qui a travaillé chez Sony, qui est la femme du rap qui ne se laisse pas faire et qui a une vision sur ses artistes. On a Alexandra Smadja et Emma Soriano à la promo, et Alexandra a fait plein d'autres trucs dans le label. Et on a une équipe de 4 personnes qui s'occupent du digital. Jordan, Nicolas, et Soso, et un graphiste. Et de plus, on a 2 community managers qui font qu'on push sur les réseaux toute la journée. Tout le monde a son mot à dire sur la signature d'un artiste en soi? Alors, je vais te dire. Si à main levée, est-ce que la main qui sera levée a la même valeur? Si toi tu lèves la main pour un an, est-ce que ça a la même... Ah, est-ce mais que non, t'as un veto? ma main vaut 10. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux mettre ton droit de veto? Non, je ne mets pas mon droit de veto, mais à un moment, on explique, on fait ci, mais en tout cas, il y a une discussion. Tu vois, c'est comme si on bossait ensemble, chacun fait son truc, je vous explique pourquoi on a envie de signer ça, pourquoi Sacha il a envie de le signer, il vient s'expliquer, qu'est-ce qu'on va chercher, est-ce que déjà l'artiste est bien entouré? Moi, un artiste qui est mal entouré, je ne veux pas. Okay, si c'est pour me taper des relous toute la journée dans mon bureau et de faire éducateur spécialisé, moi je veux bien apprendre à quelqu'un. J'adore apprendre, j'adore donner. Alors peut-être j'apprends mal, mais tu vois, j'ai mentoré Mathéo. Tu vois, c'est une réussite. J'adore passer mes contacts et j'aime qu'autour de l'artiste, il y ait des gens intelligents avec qui je puisse discuter. On trouve toujours un milieu d'entente et qui gagne sa vie, que je gagne ma vie. Tu vois, donc ça, c'est très important pour moi. Et ensuite, on en discute. Avec l'équipe, on discute de est-ce qu'on a envie, pas envie, oui. Est-ce qu'il y a un potentiel commercial? Est-ce qu'on se trompe? Est-ce qu'on ne se trompe pas? Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des artistes qui, selon toi, après coup, tu te dis qu'ils ne collaient pas à l'identité de Def Jam? Peut-être que ça faisait trop jeune ou que l'artistique n'était pas assez fort, même si c'était rentable d'un point de vue de business. Est-ce que quand vous votez, vous pensez à cette responsabilité que vous avez sur les épaules par rapport au fait que vous ayez l'étiquette Def Jam? Écoute, on peut se tromper, on assume. On peut réussir, on assume aussi. Au moment, c'est ça d'avoir le pouvoir. C'est qu'il faut assumer tes échecs et tes succès. Voilà. C'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les maisons 10 développent très peu d'artistes tant qu'il n'y a pas d'engouement, qu'elles prennent moins de risques. Comment est-ce que tu expliques ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a, comme je te disais auparavant, il y a tous ces thermomètres qui nous font qu'on peut juger s'il y a un potentiel commercial et un potentiel de vente. Et savoir. Et aujourd'hui, les mecs, moi j'ai vécu le rap depuis le début. Les indépendants se sont battus pendant des années en nous grognant, nous les majors. Ok? Aujourd'hui, les mecs, ils ont tout pour faire. Ils ont des deals chez les indépendants, Believe, Musicas, qui peuvent leur donner des deals. Ils ont YouTube. Ils peuvent produire des clips pas chers. Avant, produire un clip, c'était une galère. Aujourd'hui, tu peux faire un clip pour 1 000 €, 500 balles. Je sais, tu vois?
Alors, putain, travaillez. Et si on arrive, faites votre boulot, montrez-moi et montrez-nous qu'on peut pouvoir ou pas travailler ensemble. Si on travaille ensemble, il faut qu'il y ait un échange. Il faut que nous, toi, tu as commencé à développer l'artiste, le producteur, hein, je parle du producteur et de l'artiste. Nous, on prend le train en marche. Et comment nous, on va te faire grimper plus haut, c'est tout. C'est ça l'histoire. Et aujourd'hui, ces producteurs-là, si tu es malin, bah, tu peux y arriver, quoi. Tu as tous les outils. Il faut juste beaucoup travailler. Mais est-ce qu'à un moment donné, les maisons de disques n'ont pas peut-être loupé un wagon? C'est-à-dire, est-ce qu'elles n'ont pas mis beaucoup de temps à comprendre qu'un autre profil d'artiste se dessinait? Des artistes qui avaient déjà peut-être une équipe qui avait un minimum d'argent, qui maîtrisaient déjà dans les grandes lignes le coût de production, la production d'un CD et son marketing. Parce que quand on voit le succès d'indépendants comme Jul et PNL, oui, non, mais on se dit le peut-être succès, que... alors, on va revenir sur Jul et PNL. Jul et PNL sont les deux meilleurs exemples. Donne-moi les autres exemples. Jaja Dinaz, Dinaz récemment, par exemple, récemment. La suite. Bah, depuis quelques années, on voit ça depuis 2015, 2014-2015. Okay. Donc c'est encore récent. Ça fait 3 ans. Donc ça peut c'est donner super, il y en a eu 3. Sur 3 ans, quand même. 3 sur 3 ans. Combien en ont signé Musicast? C'est-à-dire Combien ils ont signé d'artistes Musicast Believe? C'est en distribution qu'ils signent. Ouais, d'accord, mais combien? 30 par an? Ouais. 90 sur 3 ans. Il y en a 3 qui ont réussi. Ils ont beaucoup réussi. Qu'est-ce que tu me dis des autres? Mais ça prouve qu'un autre modèle est possible. Oui, d'accord, Si mais sur 3 ont 90, réussi- 3. Si 3 Non, ont, mais réussi quand même en mais c'est indépendant. super. Sur Vous 90, n'avez 3. pas loupé quelque chose? Tu te dis pas que... Non, vous on n'a avez pas. pu faire quelque chose Nous, on n'a pas. Non, mais il y a Fianso, mais qui vient maintenant signer chez Capitol. Ouais, voilà. OK? Donc voilà, les mecs, c'est la vérité. Donc, le succès de Jul et PNL est très extraordinaire. Un vrai boulot. Tu vois, je viens pas remettre en cause du tout ça. Mais, alors, en plus, ils vendent beaucoup. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt quand même, les gars. Parce que si vous m'en sortez 4 sur 4 ans qu'on signait chez Musicast et Believe et qui sont des succès, et ils ont signé en bloc, hein. Parce que moi, mes plus gros concurrents sur le rap, c'est pas Sony, hein. C'est Musicast depuis des années, hein. Donc il faut aussi voir les échecs. Et l'échec n'est pas lié à eux, puisque eux ne font rien, ils font que distribuer. Ouais. Tu vois, c'est pas à cause de Musicast. Donc regardez aussi ça. En fait, tu penses que ce sont des cas spéciaux et que ça arrivera que très rarement. C'est-à-dire qu'un artiste aujourd'hui, pour se développer, pour être populaire, il aura forcément besoin de l'aide d'une maison de disque à un moment donné ou un autre. Je pense, à part dans des cas spéciaux. Tu vois, aujourd'hui, la Crime, il était chez un indépendant, il était chez 13e Art, et il avait vendu 60 000 albums de 2 ou 3 projets, on l'a fait exploser. On l'a fait exploser, on a eu, tu vois, Core, il est arrivé, il a mis le gros son, on a eu French Montana, on a fait les clips à Miami, on a eu la puissance, on a réussi à convaincre Skyrock que c'était le moment, tu vois. Donc c'est super, mais il faut aussi être réaliste par rapport au marché. C'est pour ça que tous les petits groupes, ou tous les nouveaux groupes qui arrivent et qui disent « je vais faire comme Jul, je vais faire comme PNL », mais est-ce que tu as le talent de Jul et PNL, petit 1 ? Voilà. Non, mais les mecs, c'est facile, hein, je vais faire comme Jul et PNL, mais est-ce que tu as le talent de Jul et PNL ? PNL, moi, je les ai vus, je voulais les signer en copro, ils ont voulu de la distribution, je ne fais pas de distribution dans le label. Ils ont été respectueux à mort, ils m'ont dit toujours dans leur système de QLF, que la famille et que en indépendant. Et je comprends. Si j'avais proposé un contrat de distribution, peut-être je les aurais eu. Mais ce manque de flexibilité d'un point de vue juridique et économique, là par exemple, ça t'a fait rater, entre guillemets, une grosse signature. Ouais, mais c'est pas grave. Donc est-ce que tu regrettes pas le fait parfois d'avoir un système qui te... Mais non, c'est pas grave. Parce que ferme certaines portes. Parce qu'aujourd'hui, la distribution, il faut que vous compreniez, la distribution, c'est de la distribution. C'est-à-dire qu'on met ton disque dans les magasins et on met tes albums sur les plateformes de streaming. Mais est-ce que Benjamin, pour toi qui aime le business, c'est pas mieux de prendre tu sais combien coûte Benjamin là? Tu sais combien ça coûte Def Jam à l'année? Tu sais combien je coûte? Est-ce que je vais le faire gratuit pour toi? Comment dans la distribution je me paye moi? C'est-à-dire que tu peux pas te retrouver? Ben non, moi c'est mon service commercial qui va prendre la marge. Mais Benjamin il coûte de l'argent, il a du talent. Pauline Duhart, elle a du talent. Greg Debure, il a du talent. Jordan, il a du talent. On t'amène une équipe. Tu ne peux pas avoir une distribution en ayant l'équipe Def Jam. En fait, ce sont vos charges qui vous empêchent, en maison 10, de Mais non, mais la distribution, c'est que nous, on est un label. On n'est pas un distributeur. Un distributeur, c'est un service commercial. Vous voyez la différence quand vous allez chez Musicast et que vous allez chez Def Jam.
Tu vois ce que je veux dire? Le truc est En fait, différent. toi, l'idée, c'est que c'est ton service commercial qui va te mettre le CD en bac. Et le après, label eux, ils font tout. Et le label ne va pas travailler dessus. Mais- donc mais- donc mais- tu vas mais pas non, dégager des revenus. C'est ça que tu es en train de nous dire. Nous, on n'est pas payé sur la distribution. C'est le service commercial d'Universal qui est payé. Comment tu peux vouloir un contrat de distribution dans un label, mais comment tu payes les gens? C'est-à-dire que même les revenus générés par ce contrat de distribution, ils vont même pas atterrir Ils dans ta vont même poche, pas quoi. chez nous. Alors je suis sympa, mais je suis pas philanthrope. Même si j'aime beaucoup PNL et si j'aime beaucoup Joule. Tu vois? Et on a chez nous un label de distrib qui s'appelle Caroline et qui va faire, là qui fait Banger 3, qui fait le dernier album de Rimka, Comme ça. tu vois? Et qui mettent et c'est des gens indépendants qui arrivent à bosser en indépendant, prenant leur attaché de presse, etc. Mais il faut pas. En fait, la c'est pas un manque de volonté, ça coince niveau business plutôt, c'est du bif, mon gars. niveau rentabilité. Mais, Non, moi, parce qu'en fait, mais attends, moi, en fait, tu travailler. dis ça Alors, moi, je. en fait, tu dis ça de façon simple et naturelle, mais les gens se posent parfois des questions. Mais Les gens non, ne mais savent pas, en fait. écoutez, nous, on est une équipe de 8 personnes. Je paye les salaires. Tu vois? Je vais pas payer les salaires aux gens parce que je vais faire de la distribution. Non, on a une proposition chez nous d'un label qui s'appelle Caroline qui peut te le faire. Le mec, il vit sur des petites marges, il est content, tu vois, mais moi, j'ai envie de péter. Et j'ai envie de faire des gros clips, et j'ai envie de les diriger, et j'ai envie de sortir l'argent, et qu'on décide ensemble si on le fait ou pas. La distribution, c'est toi qui vas tout payer. C'est à lui de parler au réalisateur, c'est à lui de payer au réalisateur de clips, etc. Nous, on n'a rien à faire en distribution. C'est pas un travail de label. Le label, c'est d'accompagner l'artiste et les producteurs. Et le fait d'avoir un important catalogue d'artistes, est-ce que ça te permet parfois d'équilibrer les défaites, entre guillemets, et les victoires? Est-ce qu'un gros succès commercial peut essuyer une petite défaite commerciale? Bien évidemment, c'est la base de tout, équilibre. Donc c'est-à-dire que ça te permet d'équilibrer le fait d'avoir Oui, et puis ce surtout, catalogue-là. chez Def Jam, je m'occupe de tout le rap US East Coast. De The Weeknd à Nicki Minaj, à Drake, à Jay-Z. C'est-à-dire qu'on s'occupe de Rock Nation, de Cash Money, d'une partie de République, de tout ce qui est urbain, et de Def Jam. Donc ça, c'est des revenus. C'est surtout du stream, puisqu'on a vu que les albums internationaux, d'artistes internationaux ne vendaient plus rien. À part The Weeknd qu'on a réussi là, on a dépassé le platine sur le Starboy, le dernier. Mais c'est du stream. Et c'est à moi de gérer ça, faire mes tubes inter, pour les compiler, pour faire du stream, voilà. Et par rapport aux artistes US, quel est votre but? C'est-à-dire, de se dire que l'artiste US doit vendre en France grâce à Def Jam France, c'est ça un peu? Bien sûr. Nous, on fait le marketing et la promo des artistes urbains. Alors, les artistes urbains US, je les connais bien. Et les managements, je les connais bien. Donc, on choisit. Et on attend surtout le résultat US. Voilà. On est très sélectif. Et je préfère me focuser sur mes artistes français. Attention, je me focus sur mes artistes américains, mais mon vrai travail, c'est de développer des artistes français. Bien évidemment, de mettre Drake au top, de mettre The Weeknd au top, d'arriver à breaker Panda ici, parce que ça, c'est mon taf. Mais mon vrai métier, c'est de breaker des artistes locaux. Et c'est vrai que comparé à tes débuts, la place du rap dans la société a fortement évolué. Est-ce que tu te dis par rapport à tes débuts que tu as gagné ton pari? J'ai pas gagné, on a gagné. Moi, je me suis battu, gars, je manageais Tonton David. En 90-91, on était... Quand j'arrivais en maison de disque avec les gars, c'était les Noirs et les Arabes qui arrivaient dans les maisons de disques. Quand j'ai embauché les premiers blacks, les premiers rebeux dans les maisons de disques, les mecs qui me regardaient, souvenez-vous de Stéphane Gigui, de Karim Benzina, de Franck Boga, on arrivait, ça puait le bédo, ça arrivait avec des pitbulls, on a mine, et les mecs c'était intelligent, tu vois, mais on a gagné. Et c'est que le début. Les mecs, je vous dis, c'est que le début. Prochain truc, c'est le ciné. Regarde le succès de la série de Dacrim. On a des... Tu vois, le prochain truc pour moi, c'est le ciné. Nos artistes, je t'ai pas dit que j'en ferais, ok? Mais nos artistes urbains, ils vont prendre le cinéma. Ils vont prendre le cinéma, Regarde le succès de Gims aujourd'hui. C'est Johnny Hallyday.
En fait, ils vont s'installer durablement dans le Mais parce paysage parce que notre culturel pays, français. et bientôt, là, on sera vieux, ton fils, il dira, putain, c'était pourri le rap à ton époque, papa, c'était nul. Toi, il sera dans un autre truc. Mais on aura gagné. Et là, ce n'est que le début. Mais regarde, c'est simple. Hein. Là, je regarde les médiamétries. La seule radio qui baisse pas, c'est Skyrock. Parce que les gamins écoutent encore, sur des grosses villes. Regarde le succès du film Pattaya. Regarde La Crime, son succès. Et Braqueur aussi avec Caris. Braqueur, on a gagné. C'est que le début surtout. Avant, aller en télé avec des rebeux et des renois, c'était impossible. Regarde Soprano, ils font tout pour. Ils étaient contents de les avoir pour les enfoirés. Moi, je suis heureux. C'est que le début. Je pense que je serai un peu le Maxime Bossis de l'histoire, que je prendrai pas assez d'argent par rapport aux futures générations qui seront les Ronaldo. Tu vois ? C'est ce que je pense personnellement. Et je pense qu'il y a des jeunes producteurs qui vont arriver, qui vont être millionnaires, milliardaires. Et je leur souhaite beaucoup de succès. Tu vois ? Tu vois, je vois le succès d'Only-Pro, le travail qu'ils ont fait sur Soprano, sur Alonso. Bravo. Il y a des équipes professionnelles qui se mettent en place, à la fois dans le journalisme, à la fois dans les producteurs, à la fois dans les médias. Bravo. Il y a un mouvement, il y a une dynamique. Oui, bravo. Ça y est. Enfin. Vous savez pas, hein. Mais je vais vous raconter un truc sur Boono, parce que tout le monde crache sur Boono. Boono, quand il passe au rap, c'est-à-dire d'un coup, il transforme son antenne à de l'urbain. Mais il y a ce qu'on appelle des décrochages locaux. Skyrock Béziers, Skyrock Narbonne, je dis des conneries. Hein. Et avant, il passait François Fellman. Mais d'un coup, quand tu passes du rap, pour émettre en région, dans ta région, il faut que tu passes 3 heures de radio locale si tu veux prendre de la pub locale. Mais quand tu joues de la musique urbaine, tu n'as plus aucun annonceur qui veut puber chez toi. Parce que ton public, il n'est pas en phase avec ta régie publicitaire. Et tu vas faire de la pub pour une boîte, et ben d'un coup, tu vas avoir toutes les Kairas, tous les quartiers qui vont venir. Il y a eu une vague de tous ces décrochages des patrons d'antennes locales, régionales, qui ont voulu virer Boono. Parce qu'il jouait du rap. Le mec, vous connaissez Laurent, vous avez fait une interview avec lui, il les a tous envoyés se faire enculer. Ça, c'était du courage pour la musique urbaine. Parce que, et d'une, il l'a senti, mais un petit mec, il aurait voulu protéger sa place. Lui, il avait sa vision sur l'urbain. Tu vois ? Et ça, c'est pour ça que de temps en temps, les mecs du rap ne savent pas. Ils sont en train de se faire des phases. Skyrock a manié, puisqu'on n'a pas parlé de radio, il a 13 titres, 14 titres français dans sa playlist. Eh bien, il faut le savoir, lui amener les bons titres au bon moment. Parce que certains, étant donné que vous êtes proches, on a l'impression que parfois, toi et tes artistes avaient des passe-droits à Skyrock. On n'a pas des passe-droits, on travaille très bien avec lui depuis des années. On s'est développé des artistes. Regarde le travail qu'on a fait sur La Crime. Le travail, il est de moi, mais il est aussi de Skyrock et des autres radios. Tu vois ? Mais les 2 semaines de Planète Rap qu'il nous avait donné à l'époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, sur la sortie de Corleone, c'était malin. Tu vois ? Là, il nous a bien peu suivis dans la série. Tu vois ? Donc quoi, dans l'idée, ce ne sont pas des passe-droits, mais ce sont des coups de main, étant donné que vous avez c'est pas un des coups de conflit main, de c'est que business. moi, je lui explique et il comprend ou pas. Et il peut me dire, Benjamin, j'aime pas. C'est purement business, en fait. Il n'y a Ah pas oui, un feeling amical qui fait que mais le business est facilité. Laurent, je le connais depuis 25 ans. Quand Skyrock est devenu rap, j'étais là. Tu vois ? Donc je connais, moi Skyrock, c'est ma deuxième maison. Je les connais tous. Fred, il a commencé Planète Rap, j'étais là. Tu vois, je suis très proche d'eux. Mais quand Boono me dit j'aime pas, il aime pas. Hein. Et après, à moi de me montrer que j'y arrive. Et puis je lui dis, tu t'es planté. Et il me dit, non, je t'ai laissé pousser pour me faire y croire. C'est là où il est très fort et qu'il est toujours là. Tu vois ? Mais il n'y a pas de passe-droit. Il y a des artistes auxquels il m'a dit non. De temps en temps, je galère, vous ne savez pas. Pour faire rentrer Blow sur Skyrock, parce que c'était ma stratégie, et c'était la stratégie d'avoir un titre dur. Moi, après, je voulais envoyer de choix. Mais de rentrer sur Sky, ça n'était pas facile. Il y a cru, on a expliqué, truc, tu vois. Mais c'était dur. Et il faut qu'il comprenne le projet. Tu sais, Laurent, il a besoin d'être nourri. Tu sais, un média, c'est comme vous. Là, vous m'interrogez, vous êtes des médias. Il a besoin de comprendre. Voilà. Et après, si on a des tubes, on a des pubs. On est beaucoup mieux. Et quel est ton plus grand regret ? J'ai pas de regret. Mon plus grand regret, j'ai pas de regret dans le business. Je suis content. Voilà. J'ai aucun regret, moi.
J'ai aucun regret. Tu sais, je regarde pas le futur dans un rétroviseur. Tu vois, j'ai fait des erreurs. Mes erreurs me servent d'expérience. J'essaie de changer. Je suis plus le même mec que quand j'avais 25 ans, dans le début du rap, où je gueulais sur tout le monde et je fumais 25 bédos à la minute. Non, ça va, je suis content. Je suis content et surtout, je suis content de l'équipe Def Jam et des artistes et du pool qu'on a fait. Et t'as un dernier mot à ajouter, Benjamin? Kirsch, c'est ton surnom? Je t'ai dit un dernier mot, tu me tires dessus. Qu'est-ce que tu voulais que je te dise comme dernier mot? Non, voilà. Non, merci à Rapelite, j'espère que vous allez grandir. Aujourd'hui, j'étais en train de parler de vous encore. Le boulot que vous avez fait, le boulot que vous faites, les interviews un peu à la Michel Denisot, comme dans Mon Zénith à moi. Tu sais, des trucs où tu vas chercher les mecs. C'est fin, vous travaillez. Et après, le mouvement, j'espère que cette interview aidera des gens à comprendre notre métier, surtout. C'est pour ça que je l'ai faite, tu vois. Éviter de fabuler. On travaille beaucoup. Alors oui, on a des défauts. Oui, on fait des choix que de temps en temps, vous ne comprenez pas. Et que de temps en temps, nous aussi, on va se tromper. Il faut admettre qu'on se trompe. Et voilà. Et puis, je remercie mes artistes de la confiance, tu vois. Je suis très fier du succès de Karim. Je suis très fier du succès de Riska aussi. Là, il y a l'album d'Alonso, on est en train de bosser comme des fous dessus. Une belle année avec Ayam aussi, avec, tu sais, les deux Bercy, où on les pousse à mort. Plein de nouveaux talents. Et puis voilà, et puis on se lance dans la production de spectacles, puisqu'on va produire la tournée de la Crime. J'espère qu'on va produire aussi la tournée de Caris. J'espère qu'un jour, j'avais essayé de le faire sur Hostile, mais on produira un plateau Def Jam, tu vois. Voilà, j'ai plein de rêves, j'ai envie de les accomplir, j'ai envie de travailler avec des gens intelligents. Voilà, c'est tout. Okay. Merci à toi. J'irai sur Mars dès que j'ai pu le bracelet. Je pourrais ce soir, je finis sur la jambe. Je suis sorti les rappeurs sans faire dans leur chambre.